Après la Libération, la France se donne de nouvelles institutions démocratiques. Une constitution est adoptée par référendum le 27 octobre 1946. La quatrième République commence. Après la défaite stupéfiante de juin 1940 et l'effondrement total des institutions de la Troisième République, on aurait pu s'attendre à ce que l'on prenne grand soin d'éviter les erreurs constitutionnelles du passé, et notamment que la France se dote de ce qui lui avait si cruellement manqué en 1940, à savoir un pouvoir exécutif énergique et un État suffisamment fort pour faire face aux nécessités du moment. Malheureusement, tel ne fut pas le cas. Les institutions de la quatrième République, loin de corriger les erreurs de la troisième République, vont plutôt les reproduire et même les aggraver. Comme l'explique De Gaulle dans ses Mémoires d'espoir, les contraintes de l'occupation et du régime de Vichy ayant longuement écrasé les libertés françaises, le jeu politique d'autrefois, qualifié de démocratique, recouvrait son lustre perdu. À ce point que beaucoup de mes compagnons d'hier, qui naguère, chefs dans la résistance, maudissaient les partis, s'efforçaient maintenant de s'y placer au premier rang. Autrement dit, le régime autoritaire mis en place pendant l'occupation allemande et les crimes commis par celui-ci avaient discrédité l'idée d'un pouvoir exécutif énergique. La République était à nouveau identifiée avec les institutions parlementaires et avec la soumission complète de l'exécutif au jeu des partis politiques représentés à l'Assemblée. Comme sous la Troisième République, les conséquences en seront funestes. Mais détaillons rapidement la constitution de la Quatrième République. Le Parlement est à nouveau bicaméral, mais cette fois-ci, le bicaméralisme est inégalitaire. L'Assemblée nationale est élue pour 5 ans au suffrage universel direct. Elle comprendra entre 593 et 627 députés selon les législatures. Le Conseil de la République, qui remplace le Sénat de la République précédente, est élu pour 6 ans au suffrage universel indirect par un collège électoral composé de représentants des collectivités locales. Le renouvellement du Conseil de la République se fait par moitié tous les 3 ans. Il y aura jusqu'à 320 conseillers. Le Conseil de la République ne peut pas renverser le gouvernement. Et, jusqu'en 1954, il ne vote même pas la loi, mais se contente de donner un simple avis. Après une révision constitutionnelle en 1954, le Conseil obtiendra le droit de voter la loi. Mais, en cas de désaccord entre les deux chambres, l'Assemblée nationale conservera le dernier mot. Le pouvoir exécutif, comme sous la République précédente, se compose d'un président de la République et d'un Conseil des ministres dirigé par le président du Conseil. Le président de la République propose un candidat au poste de président du Conseil. Mais en réalité, il prend simplement acte de la majorité qui se dégage à l'Assemblée nationale. Le président du Conseil est ensuite personnellement investi par l'Assemblée. Le gouvernement peut être renversé par un vote de défiance de l'Assemblée à la majorité de ses membres. Il s'agissait donc d'un régime parlementaire classique dans sa structure, mais avec les mêmes défauts que la République précédente. Le président du Conseil ne pouvait se maintenir que tant qu'une majorité de députés le soutenait. Il n'avait aucune légitimité politique propre face à l'Assemblée, qui restait la seule institution élue directement par le peuple, et donc la seule à pouvoir prétendre parler au nom de la nation. Par ailleurs, l'Assemblée était très fragmentée, du fait notamment de l'utilisation d'un mode de scrutin proportionnel. Les majorités étaient toujours composées de plusieurs partis et se défaisaient très facilement. Il existait notamment plusieurs petits partis centristes, souvent indispensables à la constitution d'une majorité, et qui pouvaient soutenir indifféremment la droite ou la gauche. On les appelait d'ailleurs les partis girouettes, c'est-à-dire ceux qui changent d'orientation en fonction du vent. Le président du Conseil pouvait certes, théoriquement, demander la dissolution de l'Assemblée nationale. Ce qui, dans un régime parlementaire, est le moyen classique dont dispose l'exécutif
pour maintenir l'équilibre des pouvoirs. Vous me renversez, je vous dissous. Mais la procédure de dissolution était conçue de manière à la rendre pratiquement inutilisable. Il vaut la peine de se pencher sur cette procédure pour comprendre les raisons de son inefficacité. Selon la Constitution, le président du Conseil pouvait demander au président de la République de dissoudre l'Assemblée si, au cours d'une période de 18 mois, 2 gouvernements avaient été renversés dans les formes constitutionnelles, c'est-à-dire par un vote de défiance à la majorité absolue des députés. Or, l'Assemblée n'avait pas besoin de voter formellement la défiance pour faire tomber un gouvernement. Il lui suffisait de refuser de voter les mesures et les crédits que ce gouvernement jugeait indispensables. Le gouvernement comprenait parfaitement le message et démissionnait, sans même avoir été renversé. Le gouvernement avait d'autant moins de raisons de s'opposer à l'Assemblée que les ministres étaient eux-mêmes issus des rangs de cette dernière, et qu'ils retrouvaient leur siège de député en quittant leur ministère. Les ministres connaissaient les règles du jeu. Ils savaient que la valse des gouvernements les ramènerait probablement au pouvoir dans quelques mois ou quelques années. Car si les gouvernements changeaient fréquemment, les gens qui composaient ces gouvernements étaient souvent les mêmes, à des postes différents. La condition fondamentale pour espérer revenir au pouvoir était cependant de ne pas remettre en cause la toute-puissance de l'Assemblée. Donc, de partir sans maugréer lorsqu'on vous faisait comprendre qu'il était temps pour vous de faire vos valises. Par conséquent, au cours de la Quatrième République, les conditions nécessaires pour déclencher une dissolution ne seront réunies qu'une seule fois, en décembre 1955. De manière légèrement différente, la Constitution de la Quatrième République organise donc le même déséquilibre que celle de la Troisième République. L'Assemblée nationale attire rapidement à elle tous les pouvoirs et l'exécutif perd toute indépendance. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, l'instabilité ministérielle s'installe. Un gouvernement dure 6 mois en moyenne, et les institutions sont incapables de faire face aux situations exigeant une action rapide et déterminée. Écoutons De Gaulle, encore une fois. Pendant 12 ans, leur système fit donc, une fois de plus, ses preuves. 17 présidents du Conseil, constituant 24 ministères, campèrent tour à tour à Matignon. Quoique chacun d'eux pût tenter, le pays et l'étranger assistaient donc au spectacle scandaleux de gouvernements formés à force de compromis, battus en brèche de toutes parts à peine étaient-ils réunis, ébranlés dans leur propre sein par les discordes et les dissidences, bientôt renversés par un vote qui n'exprimait le plus souvent que l'appétit impatient des candidats au portefeuille, et laissant dans l'intervalle des vacances dont la durée atteignait jusqu'à plusieurs semaines. La Quatrième République va finalement se fracasser sur la question de l'Algérie. Au moment où commence la Quatrième République, le territoire qui composera plus tard l'Algérie est un département français. De tous les territoires qui constituent l'Empire français, l'Algérie est probablement le seul qui mérite le nom de colonie, car s'y est installée progressivement une très importante population d'origine européenne. Au début des années 1950, environ 10% de la population de l'Algérie est d'origine européenne, soit à peu près 1 million de personnes. Le 1er novembre 1954, jour de la Toussaint, le Front de libération nationale, le FLN, manifeste pour la première fois son existence en commettant une série d'attentats très meurtriers en plusieurs endroits du territoire algérien. Cette journée, connue sous le nom de Toussaint Rouge, est rétrospectivement considérée comme le début de la guerre d'Algérie. Cette guerre divise très profondément la nation française entre ceux qui soutiennent ou acceptent la perspective d'une Algérie indépendante et ceux qui veulent que l'Algérie reste française. En Algérie elle-même, la population européenne est presque unanimement opposée à l'indépendance. Et elle est activement soutenue par une partie de l'armée qui, de plus en plus, échappe au contrôle des autorités politiques. Le 13 mai 1958, un comité dit de salut public s'empare du pouvoir en Algérie. Ce comité
est composé d'Européens d'Algérie qui bénéficient de la complicité active de la 10e division parachutiste du général Massu et du soutien tacite des principaux chefs de l'armée. Le but du comité de salut public algérien est de faire pression sur l'Assemblée nationale pour que celle-ci désigne un gouvernement décidé à garder l'Algérie française. L'étape suivante, si le gouvernement refuse cet ultimatum, consistera à organiser un coup d'État militaire en métropole. C'est l'opération Résurrection. La France, une nouvelle fois, est aux portes de la guerre civile et de l'effondrement complet de ses institutions. Dans cette situation insurrectionnelle, les regards se tournent alors vers le général de Gaulle. Bien que retiré des affaires depuis plusieurs années, de Gaulle jouit encore d'un très grand prestige, et il a pris soin de ne pas se prononcer clairement sur la question algérienne. En outre, ses partisans s'activent en coulisses pour faire monter un mouvement d'opinion publique en sa faveur, notamment au sein du comité de salut public algérien. Le 28 mai, René Coty, président de la République, fait donc officiellement appel à lui pour former le gouvernement. De Gaulle n'accepte qu'à la condition de pouvoir réviser immédiatement la Constitution. Le 1er juin 1958, De Gaulle est investi à la présidence du Conseil par l'Assemblée nationale. Le 3 juin, il obtient le vote d'une loi constitutionnelle qui l'autorise à réviser la Constitution. Cette loi, dite des 5 bases, comportera 5 conditions que le projet de révision devra respecter. Première condition, seul le suffrage universel est la source du pouvoir. Deuxième condition, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent être effectivement séparés. Troisième condition, le gouvernement doit être responsable devant le Parlement. Quatrième condition, l'autorité judiciaire doit demeurer indépendante pour être à même d'assurer le respect des libertés essentielles. Et enfin, cinquième condition, la Constitution doit permettre d'organiser les rapports de la République avec les peuples qui lui sont associés. Le projet, établi sous la direction de Gaulle, respectera ces conditions, mais il ne sera pas une simple révision de la Constitution. De Gaulle va en réalité faire rédiger une toute nouvelle Constitution. Cette nouvelle Constitution est soumise au référendum le 28 septembre 1958 et adoptée par près de 80% des suffrages exprimés. Elle est promulguée le 4 octobre 1958. La Ve République commence. Pour la première fois dans son histoire, la France va se doter d'un gouvernement à la fois fort, énergique et démocratique. Pourquoi et comment? C'est ce que vous pourrez découvrir en regardant les vidéos consacrées à la Ve République. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Vous pouvez grandement aider mon travail en aimant cette vidéo, en la partageant et en vous abonnant. Et n'oubliez pas, le droit, c'est passionnant.